TV5 Monde, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée aux 100 premiers jours de Donald Trump à la Maison-Blanche avec un discours très offensif devant ses partisans. Réunis dans le Michigan, je dirige le pays et le monde, a tout simplement déclaré le président des États-Unis qui parle des 100 jours les plus réussis de l'histoire. Un début de mandat frénétique marqué par des tarifs douaniers sans précédent à l'échelle mondiale, une guerre commerciale qui cible en particulier le Canada, pays voisin, allié et principal partenaire économique des États-Unis. Autre fait marquant, sur la scène internationale, la suspension de l'aide américaine au développement, un changement qui a eu des conséquences immédiates en Afrique où les programmes de traitement contre le VIH ou la tuberculose sont directement impactés. Nous irons en Afrique du Sud, reportage dans quelques instants. Une édition spéciale en partenariat avec les médias francophones publics. Avec nous dans cette première partie, Elisabeth Guedel à New York, Catherine François à Montréal, l'économiste Bruno Coleman à Bruxelles et en plateau, Anne Désine, juriste et américaniste. Avant de vous donner la parole, les dernières déclarations donc de Donald Trump, le président républicain a fêté ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche devant ses partisans rassemblés dans le Michigan. Confronté à une baisse de popularité, il s'est auto-congratulé dans un long discours, vous allez le voir, aux accents de campagne électorale. 100 jours plus tard, l'entrée en scène est la même, devant une foule toujours aussi galvanisée. Le bilan de Donald, vu par Trump lui-même, le ton est triomphal. Nous sommes ici ce soir, au cœur de notre nation, pour célébrer les 100 premiers jours les plus réussis de toute l'histoire de notre pays, selon beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui visiblement ne se confient pas aux instituts de sondage, puisque selon les derniers, 56% des Américains disent avoir honte de leur président. Consultation qu'il balaye d'un revers de la main et promet même un avenir exceptionnel. Nous marquons la fin du long règne des intérêts particuliers et des lunatiques de la gauche radicale et nous inaugurons l'âge d'or de l'Amérique. La gauche radicale, autrement dit les démocrates et la précédente administration de Joe Biden, ciblent des attaques les plus virulentes. Vous savez, nous avions un groupe de gauchistes radicaux très intelligents et une femme en particulier. Des gens très intelligents, ce ne sont pas des gens stupides, ce sont des gens malades. Il s'en prend tour à tour à l'idéologie woke, aux éoliennes, avant de dresser la liste de ce qu'il présente comme ses véritables succès, de la lutte contre l'immigration illégale au golfe du Mexique, rebaptisé Golfe d'Amérique. Son offensive protectionniste et sa guerre des taxes douanières à l'échelle mondiale, il la défend bec et ongle, à commencer par le bras de fer entamé avec Pékin. Avec mes droits de douane sur la Chine, nous mettons fin au plus grand vol d'emplois de l'histoire du monde. La Chine nous a volé plus d'emplois qu'aucun autre pays. Sur le plan intérieur, les coupes sombres dans l'administration sont bien loin d'être terminées en dépit de la suppression de centaines de milliers d'emplois en 3 mois. Nous allons réduire de plus de 1000 milliards de dollars les dépenses inutiles et superflues. Et cela sera fait au cours du prochain exercice budgétaire. Nous allons réaliser quelque chose que vous n'imaginez même pas. Et il s'engage à mettre un terme à l'inflation, à augmenter les salaires pour offrir, dit-il, la meilleure économie de l'histoire mondiale. 100 jours plus tard, la sortie est la même, toujours en dansant. Les promesses, elles, n'ont pas changé. Et on retrouve en direct de Washington Elisabeth Guedel. Bonjour Elisabeth. Les Américains valident-ils ce satisfecit de Donald Trump ? Écoutez, ce bilan ultra positif, ce n'est pas vraiment ce que ressent la majorité des Américains. En tout cas, si on se fie aux sondages réalisés en ce moment, puisque seulement 22% des Américains, un peu plus de 1 sur 5, seraient pleinement satisfaits de la présidence Trump. Alors, personne ne conteste que le président républicain a bouleversé le pays en 100 jours. Comme aucun autre président américain, 100 premiers jours beaucoup plus ambitieux encore que ceux d'il y a 8 ans lors de son premier mandat. Cette reprise en main autoritaire était nécessaire, estime 43% des Américains, mais elle n'était pas nécessaire, au contraire, même elle porte le pays dans une situation à risque, estime 6 sondés sur 10. En tout cas, tous les sondages indiquent une popularité en berne pour Donald Trump, un taux de satisfaction sous la barre des 50%.
50% en matière d'économie. Et le dernier chiffre de la croissance américaine en baisse pour ce premier trimestre va alimenter encore les craintes d'une récession pour l'an prochain aux États-Unis. Moins de 50% aussi de satisfaction en matière de gestion du gouvernement fédéral, de politique étrangère et même son point fort, l'immigration. Alors est-ce que Donald Trump va pouvoir renverser la tendance? Est-ce que sa stratégie du choc et de la stupeur qu'il préconise, ça va payer à terme pour le pays? En tout cas, Donald Trump, les 100 prochains jours, indiquent les médias américains ici, seront cruciaux pour sa présidence. Un Donald Trump qui voit très peu d'opposition, à part quelques manifestations dans les rues, très peu d'opposition devant lui. Merci beaucoup Elisabeth pour ces précisions en direct de New York. On poursuit cette édition spéciale Ukraine, Gaza, guerre commerciale, mais aussi sur le plan intérieur, une multitude de décrets. Voici ce que Donald Trump a fait en 100 jours à la Maison-Blanche, un tour d'horizon non exhaustif signé Olivier Colère. Appuyé par le milliardaire Elon Musk, Donald Trump engage un vaste programme d'économie pour réduire à la tronçonneuse le budget de l'État fédéral, avec à la clé des licenciements massifs, en particulier dans l'aide américaine au développement. C'est dévastateur. Ça revient à céder du terrain à la Chine, la Russie et d'autres acteurs malveillants qui ne veulent qu'une chose, la disparition de la présence et des valeurs américaines à travers le monde, comme ça. Tournant majeur également dans la politique migratoire de l'administration Trump, avec le renvoi massif de sans-papiers, une politique migratoire dénoncée par l'ONU et par un juge fédéral de Seattle qui a aussitôt bloqué ce décret présidentiel. Dans le viseur de l'administration Trump, les universités américaines, coupes drastiques dans les budgets, suppression du ministère de l'Éducation, longtemps silencieuse et timorée, l'opposition américaine tente de mobiliser l'opinion en organisant des manifestations. Je suis tellement dégoûtée devant la destruction totale et inutile de toute notre économie, de notre société et de nos lois. Donald Trump, saison numéro 2, rime aussi avec une impopularité record. Après 100 jours au pouvoir, la cote du président américain est moins bonne que celle de ses récents prédécesseurs à ce stade de leur mandat. Les 100 jours de Donald Trump, c'est aussi à suivre sur notre site internet. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux de TV5 Monde. On poursuit avec vous, Anne Desine. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre, juriste américaniste. Vous avez consacré vos principaux travaux aux questions politiques, de justice et de démocratie aux États-Unis. On signalera votre livre, notamment Les juges contre l'Amérique. C'est aux presses universitaires de Nanterre. Anne Desine, ces 100 premiers jours ont été marqué notamment par une attaque en règle, parfois, de la séparation des pouvoirs aux États-Unis. Donald Trump s'est encore ces dernières heures lancé dans une diatribe contre les juges, qualifiés de communistes. La démocratie américaine est-elle en danger? Alors avant de répondre à cette question, effectivement, le système américain, c'est un système que les pères fondateurs ont voulu équilibrer avec chacune des branches pouvant contrôler les autres. Ça veut dire que l'exécutif, l'article 2, n'est pas isolé. Le législateur peut le contrôler et le judiciaire peut le contrôler. Et Trump a décidé d'oublier la Constitution et il a décidé, dans sa grande sagesse, qu'il pouvait tout faire. Donc, en particulier, contourner le Congrès. Il le fait de deux façons. Alors qu'il a une petite majorité au Congrès, donc il pourrait obtenir le vote d'une loi, il travaille uniquement par décret. Or, le décret n'est pas la solution. Beaucoup des problèmes qu'il essaie d'aborder dans ces décrets devraient faire l'objet d'une loi. Et autre chose, lorsque dans ces décrets, il bloque des subventions qui ont été votées par le Congrès, c'est aussi une attaque contre le Congrès, puisque le Congrès a le pouvoir budgétaire, c'est bien dit dans l'article 1. Donc une fois qu'il a voté des fonds, ces fonds doivent être donnés aux agences, à USAID, dont on a parlé, et le président n'a absolument pas le droit de bloquer. Alors ça s'appelle impoundment. Nixon avait déjà essayé de le faire, et la Cour suprême a dit non, non, ça ne peut pas être fait. Alors aujourd'hui, démocratie en danger, ou est-ce que c'est caricatural de le dire ainsi ? Il est vrai que tous les signaux sont au rouge. Beaucoup d'entre nous, nous l'avons dit avant les élections, nous avons dit que ce serait un danger parce que
Trump, numéro 2, c'est pas Trump numéro 1. Il a compris comment ça marchait, il arrive préparé et surtout il arrive entouré de gens qui sont décidés à lui obéir, ce qui n'était pas le cas la première fois où il y a eu pas mal de résistance. Et puis il arrive armé d'un programme, le fameux projet 2025 de la Fondation Heritage. Et donc ces décrets déclinent en fait chacun des chapitres du projet 2025, la fin du droit du sol pour l'acquisition de la nationalité, le démantèlement des agences, etc. Tout ce que voulait la droite, les libertariens, c'est dans le projet 2025 et Trump est en train de le mettre en œuvre. Alors pour répondre à la question, il est vrai que s'il n'y a pas un sursaut dans l'opinion qui oblige le Congrès à jouer son rôle... Mais les juges fédéraux, ça ne suffit pas. Il a été débouté, notamment, vous évoquez USAID, il a été débouté notamment sur cette question-là. Alors effectivement, il y a eu 140 décrets et près d'une centaine de recours en justice. Donc il y a des contre-pouvoirs. D'un début de contre-pouvoir. Et la nouvelle est moins mauvaise qu'elle ne pourrait être. Mais ce sont ce qu'on appelle, comme des référés en français, c'est-à-dire ce sont des mesures d'urgence qui bloquent. On n'a pas encore de décision au fond. On ne sait pas ce qui va se passer en appel. On ne voit pas ce qui va se passer à la Cour suprême. Or, la Cour suprême a une vision de l'exécutif un petit peu tout-puissant, ce qu'on appelle la théorie de l'exécutif unitaire, qui cadre assez bien, qui est assez proche de ce que veut Trump, à savoir je peux faire tout ce que je veux. Il y a donc clairement des menaces sur la démocratie américaine. Selon vous, alors que pensent les jeunes Américains des 100 premiers jours de leur président? Les avis, vous allez le voir, sont partagés, comme nous le montrent ces témoignages rassemblés pour nous par Jules Lalanne-Larieux. 100 jours qu'il est revenu, 100 jours que les États-Unis et le monde vivent au rythme de ses volte-face et de ses déclarations en grande pompe. Des frasques qui divisent au sein de la jeunesse américaine. Ces jeunes détracteurs lui reprochent sa gestion du conflit israélo-palestinien, mais aussi les coupes budgétaires qui visent les grandes universités. Est-ce que nous avons peur pour notre avenir? Absolument. J'ai peur pour toute ma génération. Actuellement, je suis à l'université, je vais au El Camino College et j'ai peur, car si je finis l'université et que je réussis mon diplôme, quel type d'emploi y aura-t-il pour moi? À l'inverse, d'autres louent son sens de l'action et son obsession de vouloir redonner aux États-Unis sa grandeur d'antan. Je suis enthousiaste pour l'avenir. Je suis impatient de voir comment tout cela va se dérouler. Je pense qu'il fera beaucoup pour que l'Amérique aille bien et qu'il veillera à ce que nous allions dans la bonne direction. Parmi les optimistes et satisfaits, il y a aussi ceux qui considèrent sa guerre économique et l'inflation qu'elle engendre comme une simple période de transition. En tant qu'investisseur, ça ne me dérange pas que la bourse baisse en ce moment, parce que je me dis que c'est les soldes. C'est embêtant pour les personnes âgées qui prennent leur retraite. Elles perdent beaucoup d'argent de cette manière. Mais ça ne me dérange pas, parce que je me dis que c'est les soldes. Enfin, il y a les opprimés et les minorités, ceux qui sont perçus par le 47e président des États-Unis comme une menace sociétale. Je suis une personne trans et beaucoup de mes protections et de mes droits sont en train d'être supprimés. Et les choses se détériorent si rapidement. Des protections qui ont été construites pendant des décennies s'effondrent instantanément. Un sondage commandé par la chaîne conservatrice Fox News donne raison aux détracteurs du républicain. 100 jours après son investiture, seulement 44% des Américains se disent satisfaits de son retour. Un état de disgrâce historique pour un président américain. Voilà donc pour ces réactions de jeunes Américains. Un visage maintenant, celui de Mark Carney, l'homme qui tient tête à Donald Trump, a gagné les élections fédérales canadiennes, 100 jours quasiment donc après l'arrivée du républicain à la Maison-Blanche. Tout un symbole quand on sait que le Canada est dans le viseur de Washington, menace d'annexion. Répété, tarif douanier exorbitant à Montréal. Catherine François. Bonjour Catherine. Le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney a parlé avec Donald Trump au lendemain de sa victoire aux élections. Vous nous le confirmez ? Oui, effectivement, symbolique, n'est-ce pas, pour cette première journée de travail du nouveau Premier ministre canadien, ce téléphone avec Donald Trump. Il l'a félicité pour sa victoire et les deux dirigeants ont convenu de se rencontrer prochainement pour discuter de cette fameuse guerre commerciale que Donald Trump a déclenchée contre son principal partenaire commercial qu'est le Canada. C'est clairement la priorité
une des priorités de ce nouveau gouvernement canadien et du nouveau Premier ministre Mark Carney. Et d'ailleurs, l'ombre de Donald Trump, elle n'a pas cessé de planer sur la campagne électorale qui vient de se terminer au Canada. Ça, c'était absolument exceptionnel. On n'a jamais vu ça ici. Et c'est un facteur qui a aidé les libéraux à se maintenir au pouvoir, à rempiler pour un 4e mandat, parce que pour une majorité de Canadiens, Mark Carney a les compétences, en fonction de son CV bien sûr, pour affronter Donald Trump. Alors on va voir au cours des prochains mois s'il a vraiment la carrure pour être en face de Donald Trump. Et Catherine Anne-Désine en plateau nous le disait, Donald Trump 2, ce n'est pas Donald Trump 1. La question est simple, est-ce que le Canada a été surpris par ces attaques de Donald Trump ? Oui, clairement surpris. En tout cas, on ne s'attendait pas à se faire traiter comme ça, c'est évident. Écoutez, le premier mandat de Donald Trump, on a fait du rodéo, nous, ici. Il a fallu renégocier l'accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ça avait été des négociations longues, ardues, mais qui s'étaient quand même terminées positivement pour les 3 pays par un accord. Mais là, depuis les 100 derniers jours et depuis le 20 janvier, là, on fait plus du rodéo, Mohamed, c'est du sport extrême, là, ni plus ni moins. Bien sûr, il y a les fameux tarifs douaniers que Donald Trump impose à beaucoup de produits canadiens, mais il y a aussi ces visées expansionnistes, puisqu'il n'arrête pas de dire à nauséam que la meilleure solution finalement pour le Canada, pour éviter ces tarifs douaniers, c'est de devenir le 51e État des États-Unis. Et ça fait littéralement hurler les Canadiens. C'est comme un coup de poignard dans le dos qu'on leur a donné. Ça les met en colère, ça les attriste, ça les a profondément blessés. Ils ont d'ailleurs réagi, les Canadiens, avec une campagne de boycottage contre les produits américains. Ici, on ne va plus faire les courses de la même façon. Là, on sait on va privilégier d'acheter des produits canadiens, des produits locaux versus les produits américains. Les États-Unis sont également boycottés par une majorité de Canadiens comme destination touristique. Ça va d'ailleurs leur faire mal au cours de l'été. Il faudra voir la suite des choses. Et je pense, Mohamed, que ça va être très difficile pour le Canada de se remettre de cette attaque en règle de la part de Donald Trump. Ça va être difficile pour le Canada et les États-Unis de retrouver la relation de qualité qu'ils avaient auparavant. Ça va être difficile de réparer les pots cassés. Merci beaucoup Catherine pour ces précisions. De Montréal, on prend la direction de Bruxelles en Belgique avec Bruno Coleman, économiste, professeur à l'ULB et à l'UCL de Louvain, membre de l'Académie royale de Belgique. Bruno Coleman, on vous aviez eu il y a quelques semaines pour parler de ces tarifs douaniers exorbitants. Comment analysez-vous ces 100 premiers jours de Donald Trump ? C'est une véritable rupture par rapport au monde économique qu'on a connu après la Seconde Guerre mondiale. Et en réalité, c'est une version maintenant exponentielle de l'économie de marché. Trump veut tout fracturer, il veut sortir des accords multilatéraux. En fait, il veut s'extraire de tout ce qui inhiberait, selon lui, la prospérité des États-Unis. Et donc ça veut dire une économie qui devient fougueuse, tout à fait instable. Et cette instabilité se traduit d'ailleurs très directement par de l'inflation aux États-Unis, mais surtout, et c'est un phénomène extrêmement important, par un affaiblissement du dollar. Si on croyait vraiment, si le reste du monde croyait en l'économie américaine, le dollar deviendrait plus fort, attirerait des investissements étrangers, et c'est l'inverse qu'on voit maintenant. Donc il y a une perte de confiance par rapport au symbole de l'Amérique et surtout du dollar. Ouais, restez avec nous, Bruno Coleman. Je me tourne juste vers Anne-Désine en plateau. Vous dites que Donald Trump détruit la puissance américaine. Pourquoi ? Parce que la place des États-Unis est due aux institutions qu'ils ont mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. À la fois des institutions militaires, l'OTAN, diplomatiques, l'ONU et les autres institutions, et surtout économiques, l'OCDE et l'OMC, enfin c'était le GATT qui est devenu l'OMC en 1995. À partir du moment où Trump déteste tout ce qui est multilatéral et qu'il détruit ces institutions, ça veut dire que les alliés sont maintenant méfiants. La réaction du Canada est extrêmement intéressante. Carney parle de trahison. Et pour le Canada, ça ne sera plus jamais de la même façon. Quant aux Européens, alors qu'ils n'ont pas entendu le signal de la prise de la Crimée en 2014, ils sont enfin
train d'entendre le fait que peut-être les États-Unis ne vont plus les défendre. Et donc, il y a une cohésion européenne qui n'est loin d'être parfaite, mais qui progresse. Et je pense, et en plus, par exemple, quand il démantèle l'USAID, c'est tout le soft power. Quand il démantèle Voice of America, Radio Free Europe, c'est tout le message des valeurs américaines qui étaient portées dans les pays autocrates qui est supprimé. Donc, c'est le message autocratique qui va être plus puissant que le message des démocraties. Et à cet égard, le Canada est content de se rapprocher de l'Europe parce que les deux partagent les mêmes valeurs que ne partagent plus les États-Unis. Alors Bruno Coleman, justement, sur cette question tout de même, Donald Trump, on ne peut pas lui faire le grief de ne pas aimer l'Amérique. On peut penser sincèrement qu'il aime son peuple ou autre. Comment expliquez-vous dans ce cas-là, pardonnez-moi l'expression, qu'il se tire une balle dans le pied à ce point ? Mais parce que je crois qu'on sous-estime une chose, c'est d'abord le patriotisme américain qui fait que ce que fait le président est respecté même si on n'est pas d'accord avec lui. Et puis il est dans une logorée qui le conduit dans une fuite en avant. En fait, il ne peut que doubler la mise parce que face aux éléments incontestables comme de l'inflation qu'il nie, eh bien, il va aller de plus en plus loin dans la fougue économique. Et ça veut dire que ce qu'il a commencé à faire va être démultiplié. Vous savez, on vient de parler maintenant des organismes internationaux, mais certains aux États-Unis veulent que les Américains sortent du FMI, sortent de la Banque mondiale, ce qui veut dire que les accords monétaires et multilatéraux dans le domaine financier vont sans doute se dissiper. Et pour bien comprendre pourquoi il va doubler la mise, c'est que quiconque a vécu aux États-Unis sait que les Américains sont dans une société très violente. Ils exportent cette violence par des guerres qu'ils lancent à l'étranger. Aujourd'hui, ils réinternalisent cette violence aux États-Unis avec bien sûr le risque d'un tremblement de terre citoyen, civil. Et je le répète, tout ça va se terminer, à mon avis, par un fort affaiblissement du dollar, peut-être une chute très importante, et même, certains le disent, le risque d'un défaut sélectif sur la dette publique américaine. Là, on entre dans un autre monde parce que le risque devient systémique. Alors juste un mot, Bruno Coleman, je vais être un peu dur, vous me dites oui ou non en quelques secondes. Est-ce que vous diriez que l'Europe est sur la bonne voie dans sa résistance, entre guillemets, face à Donald Trump, comme nous le disait Anne Désine ? Mais je crois que l'Europe est encore en état de sidération parce qu'elle n'a pas pris la mesure de ce qui allait se passer. Et en vérité, l'Europe est très mal prise d'un point de vue économique parce qu'elle a été écartelée entre, d'une part, une Amérique qui se ferme, mais d'autre part, une Chine qui va déverser ses excédents de production, sans doute d'ailleurs aidée par l'État, vers l'Europe. Et donc, on n'est pas du tout dans une posture de résistance, on n'est pas dans une posture de réindustrialisation. En fait, la sidération est trop grande. Et n'oublions pas que Trump ne reconnaît pas l'Europe. Ursula von der Leyen n'a pas été reçue à Washington. Je crois que ce symbole est très, très, très parlant. Merci beaucoup, Bruno Coleman. Slimane Zeguidour, notre éditorialiste. Alors, moins pessimiste, on l'a bien compris. La sidération d'un côté, l'optimisme de l'autre. Slimane nous a rejoint, notre éditorialiste. Donald Trump, c'est un peu l'ONU existe le droit international. Oui. Non seulement le droit international, mais tout ce qui va avec et le rôle que l'Amérique y jouait. L'Amérique a été un des architectes du droit international, de la création de l'ONU, dont elle est l'hôte et dont elle est le principal contributeur. Donc l'ONU, qui est à New York, plus la kyrielle d'organisations qui tournent autour, l'OMS, l'UNESCO, tous ces organismes Alors, par sont quoi aujourd'hui... il remplace ça, Slimane ? Par les émissaires, c'est ça ? Par quoi il remplace le droit international ? Alors, il ne veut plus rien faire de bilatéral, de multilatéral, comme ça a été dit. Il veut de la négociation bilatérale des pays. Prenez par exemple l'accord nucléaire avec l'Iran. Le premier accord qui avait été conclu et qu'il avait lui-même rejeté lors de son premier mandat, a été fait en collaboration avec une partie des Européens, les Russes, l'ONU, les Iraniens et les États-Unis. Maintenant, il est en train de conclure un nouvel accord avec l'Iran, mais en éloignant totalement les Européens, en laissant dans une totale ignorance les Nations Unies, en faisant un traité transactionnel, alors que le droit international a été fait pour éviter les rapports bilatéraux parce qu'ils sont forcément inégaux et donc injustes. Et donc injuste. Et 4 jours après seulement son investiture, Donald Trump, le 24 janvier précisément, avait suspendu l'aide américaine au développement dont on parlait. Un changement qui n'est pas sans conséquences, notamment en Afrique du Sud. Reportage de Joséphine Klockner. C'est dans ces laboratoires de l'université de Wits qu'ont été conçus ces derniers mois plusieurs vaccins à ARN messager test contre le VIH.
Une recherche entièrement financée par les États-Unis et qui a donc dû être interrompue du jour au lendemain. Lorsque le financement a été coupé, nous étions en train de préparer la production de davantage de vaccins. On a dû tout arrêter, tout ce que nous étions en train de faire. Nous avons dû jeter ce qui ne pouvait pas être conservé et le reste, le mettre au congélateur, sans pouvoir rien en faire. Un coup d'arrêt à un programme d'une ambition inédite, le consortium Brilliant rassemblait des chercheurs de 8 pays africains. Un budget de 45 millions de dollars pour, et c'est une première, élaborer des vaccins de A à Z sur le continent. C'était un programme très ambitieux. Tout d'abord, il s'agissait des premiers et uniques essais entièrement menés par des chercheurs africains. L'idée était vraiment de créer des vaccins développés en Afrique par des Africains, renforcer les capacités des chercheurs africains à mener des essais cliniques sur le continent, car souvent ce n'est pas le cas et seule une petite partie des essais est réalisée en Afrique. Une composante essentielle du programme qui aurait permis de concevoir des vaccins mieux adaptés aux spécificités des populations africaines les plus touchées par le VIH. Plusieurs types de vaccins étaient étudiés. 2 s'apprêtaient à entrer en phase d'essai clinique. Aucun organisme de financement unique n'est capable de couvrir tout cela. Donc tout le monde cherche maintenant des financements ici et là. Mais il est certain que ça ne sera pas suffisant pour combler ce trou. Nous ne voyons pas comment il sera possible de poursuivre le programme. L'université de Wits a pu reprendre sa recherche pour 6 mois grâce à une bourse de la fondation Elma. D'autres fondations ont aussi apporté des financements à travers le continent, insuffisants cependant pour remplacer le soutien des États-Unis. Voilà pour cette première partie. Merci beaucoup Anne Désine pour votre éclairage intéressant ce soir. Merci Slimane pour votre éditorial. La suite de cette émission spéciale continue après une courte pause. Restez avec nous sur TV5 Monde.